Voilà, donc je laisse la parole aux deux conseillères en génétique. Est-ce que vous voulez peut-être vous mettre face à l'ordinateur pour pouvoir passer les diapos et on peut tourner la caméra? Oui, bien sûr. J'ai bien regardé les gens quand je pars, ça va être compliqué là. Après, Je pense que pour les personnes en ligne, il vaut mieux que vous soyez derrière l'ordinateur parce qu'on entend très mal sinon. eh ben, c'est Parfait. parfait. Pas assez. Même je peux rester debout. Si. Il y a le micro qu'on peut. Alors, je pense que c'est. Oui. Alors ça c'est l'enceinte, le micro c'est ça en fait. Ah. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Sandrine peut-être de l'autre côté. Ça oui, là ça va. D'accord. Bonjour, alors je suis Roxana Borges, conseillère en génétique. Je fais partie de l'association des conseillers en génétique et Cécile vous présentera exactement l'association. Et moi, plus spécialement, je travaille dans le prénatal et préimplantatoire à l'hôpital Necker, à l'Institut Imagie. Voilà. Ça fait 18 ans que j'exerce. Et donc, je vais vous présenter ces deux diagnostics prénatal et préimplantatoire. N'hésitez pas à me stopper si je vais trop vite. S'il y a des termes qui ne vous semblent pas appropriés, on peut en parler. Quand ça va trop vite, voilà. Le but, c'est qu'on puisse échanger tous ensemble. Donc, on va commencer. Si vous voulez bien passer la première diaporama. Donc, déjà, je vais installer le cadre législatif. Alors, juste pour rappel, le prénatal et préimplantatoire. Prénatal, c'est avant la naissance. D'accord? Donc, c'est tester un fœtus en cours de grossesse. Et préimplantatoire, c'est avant l'implantation de l'embryon dans l'utérus d'une mère. Donc, c'est les deux termes qu'on utilise, nous, pour ces deux procédures. Et c'est la même législation, c'est le même cadre légal et c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que les couples, vous allez voir dans la présentation, naviguent d'une procédure à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de procédure malheureusement miracle et que quand on est atteint d'une maladie génétique, que ce soit l'X fragile, VHL, l'ichthyose ou le syndrome de Dijorge, c'est compliqué et on souhaite avoir des enfants qui sont indemnes d'une pathologie génétique et donc souvent on recourt à une ou deux procédures pour pouvoir avoir ces enfants-là. Le cadre légal, c'est... dans la définition du cadre légal, c'est une maladie d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic. Voilà le cadre légal. Donc, qu'est-ce qu'on met dans une particulière gravité? Toute la question est là. Et en fait, on n'a pas de liste de pathologies pour lesquelles on dit oui ou non. On peut passer à des... Il n'y a pas de liste de pathologies pour lesquelles on dit oui, on fait ou on ne fait pas. Tout est discuté au cas par cas. On a chaque centre, chaque CHU a son propre CPDPN, Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, et tout est présenté au cas par cas. Et juste, je reviens sur un point important, que ce soit prénatal ou préimplantatoire, il faut qu'on ait une base moléculaire identifiée. Par exemple, pour les ichthyoses, il faut qu'on ait la base moléculaire identifiée, que ça soit clair, pour qu'on puisse recourir à ces procédures-là. Pareil, l'X fragile, VHL, syndrome de Dijorge, il faut que tout soit un peu identifié pour qu'on puisse accéder à ces deux procédures. J'ai deux questions. Bien sûr. Déjà. On les pose tout de suite ou on les pose tout à la fin? Comme vous souhaitez. Moi, on peut poser au fur et à mesure parce que parfois, il y a des questions qui vous viennent. Et je laisse Sandrine et Hélène décider. Allez-y, c'est bon. Alors, la première, est-ce que vous pouvez partager votre présentation? Par contre, on n'entend pas là les questions. Je disais, première question, est-ce que la présentation sera partagée? Donc, oui. Et la deuxième, vous parlez de cadre légal. Est-ce qu'il y a une possibilité que pour une pathologie, il y a un oui donné à un moment? Oui, exactement. Et auquel cas, est-ce que vous avez des cas de... Oui. Il y a des pathologies. Devant les tribunaux avec une jurisprudence. Alors, devant les tribunaux de mémoire, je dirais non, mais il y a des CPDPN qui vont refuser, par exemple, la surdité. Ça prête beaucoup à discussion, la surdité, la cécité. Il y a des maladies comme ça où il y a des centres, pour eux, ce n'est pas concevable qu'on fasse du prénatal, qu'on interrompe une grossesse. Ça aussi, je vais revenir dessus. Oui, je le dis après. Quand on dit oui pour un prénatal, c'est-à-dire qu'on accepterait l'idée d'interrompre une grossesse qui sera en cours et dont le fœtus sera atteint de cette pathologie. Et c'est ça. Et donc, finalement, est-ce qu'une surdité, c'est un handicap qui répondrait à ce cadre légal ou pas? Et c'est très cas par cas. Il y a beaucoup de centres qui refusent pour la surdité ou la cécité. Nous, on est à Necker centre de référence sur la surdité. Donc, on a la chance d'avoir un médecin qui s'appelle Dr Marlin, qui est spécialisé. On reçoit des couples sur plusieurs consultations. Quand il y a eu un refus dans un autre CPDPN, on les reçoit. Il y a une consultation avec un psychologue qui est fait. Souvent, on fait des consultations à deux. Et on présente un autre CPDPN en ayant bien fait et en discutant de la demande avec un couple. Parfois, c'est les couples eux-mêmes qui retirent leur demande. Parfois, ils maintiennent leur demande. Et donc, il y a des cas qui ont été refusés dans d'autres CPDPN qui ont été acceptés chez nous ou vice-versa. Voilà. C'est du cas par cas. Juste, j'ai une question aussi, extrêmement naïve, mais du coup, pour se retrouver dans ce cheminement de diagnostic, ça suppose quoi? Ça suppose que
il y a une suspicion dans la famille? Oui, alors il faut qu'on ait identifié dans la famille une maladie génétique, que ce soit un enfant atteint, si c'est une maladie autosomique récessive, une maladie dominante, par exemple le dit Georges, VHL ou X fragile qui est lié à l'X, il faut que tout soit identifié dans la famille, que ce soit un parent, un enfant, un apparenté, et qu'on puisse accéder, qu'on ait identifié la mutation génétique. Quand je dis qu'on ait identifié la base moléculaire, c'est la mutation génétique. D'accord. Okay. On sache où regarder, sinon on ne sait pas. D'accord. Okay. Excusez-moi, vous avez dit un enfant, mais en fait, si un enfant a le syndrome et que c'est un cas de novo, on va quand même proposer un DPI, DPN aux parents? Alors, c'est une très bonne question. Oui, alors, quand c'est de novo chez l'enfant, le risque de récidive est faible. Je n'ai pas mon diaporama sur le risque de transmission, mais quand c'est un enfant qui est atteint d'une maladie et dont les parents ne sont pas porteurs de l'anomalie génétique, on dit dans ces cas-là, il y a un risque faible, c'est un risque de mosaïque germinale. C'est le fait qu'en fait, on puisse avoir des fractions de gamètes, que ce soit ovocytes ou spermatozoïdes, qui portent la mutation, et c'est des risques plutôt faibles, qui sont inférieurs à 1%. Dans ces cas-là, bien sûr, on peut proposer du prénatal, d'accord, donc ce qui est pendant la grossesse, mais par contre, on ne prendra pas ces couples en charge en pré-implantatoire parce que les parents ne sont pas porteurs, et donc le risque est très faible, et donc on ne va pas les impliquer dans une procédure qui est très lourde, avec de très faibles chances de succès pour une maladie dont la transmission est faible. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, donc, oui, très bien, merci. Donc, pour les prénatales, oui, pour les risques de mosaïque germinale, mais pour les préimplantatoires, non, parce que ça serait une procédure trop compliquée pour quelque chose dont on n'a pas besoin. Très bien, merci. Est-ce que la mutation a été diagnostiquée chez les parents? Je veux dire, si c'est des nouveaux. Si c'est des novos, les parents ne le portent pas dans leur sang, mais on ne peut pas garantir qu'ils ne le portent pas dans leur gamète. Une fraction de. Mais comment ils s'en aperçoivent? Parce que moi, parce qu'ils ont un enfant malade. Nouveau, ça me... Oui, alors par exemple, je vais vous donner un exemple. Un enfant qui naît avec une anomalie chromosomique. Oui. D'accord, on va tester les deux parents, ils ne portent pas. Oui. D'accord, on vérifie dans leur sang, ils ne portent pas la mutation. D'accord, donc on va leur dire le risque est faible parce qu'ils ne portent pas dans leur sang la mutation qu'on a identifiée chez l'enfant. Mais moi, on ne peut pas leur garantir que dans leur gamète, il y a quand même quelques fractions de cellules qui présenteraient cette mutation-là. Mais c'est un risque très faible, hein, on est de l'ordre souvent de 1%. Après, il y a la sclérose tubereuse de Bourneville, où on est un peu plus de 1%. Dans les mosaïques germinales, on est à 5%. Après, ça dépend des pathologies. Mais globalement, il faut retenir quand c'est un accident propre à un enfant ou à un individu, le risque de récidive pour ce couple-là est quand même faible. Oui, c'est-à-dire c'est pour un enfant à venir, alors que oui. Ça a été détecté. Ah oui, voilà, bien sûr. Oui. Ça a été détecté chez l'enfant dans le sang, donc lui a atteint de la maladie, mais non porté par les parents, et le risque que ça se répète pour leurs autres enfants est faible. Oui, mais on ne dit pas non nul. On dit non nul parce qu'en médecine, vous avez vu, on ne dit jamais risque zéro, on est tous un peu des angoissés, on laisse toujours des fractions, 99,9% de risque, 99,9% de chances qu'on ne soit pas trompé, mais toujours un tout petit peu, voilà. Donc, on peut passer diapo suivante. Donc, voilà ce que je vous disais. Donc, il faut l'accord d'un CPDPL, Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Et donc, c'est des grandes réunions qu'on a. On a à peu près une trentaine de personnes à ces réunions-là. Il y a tous les corps de métier. Pourquoi on est très nombreux? Parce que chacun a son mot à dire et chaque spécialité intervient à différents moments du circuit. Par exemple, l'obstétricien qui va faire l'acte d'interruption médicale de grossesse a son mot à dire aussi. Est-ce que pour lui, la surdité répond à la définition du cadre légal ou pas? Un généticien, un spécialiste de la surdité. Et on est des sages-femmes, les psychologues, les conseillers en génétique. Donc, nous, on est intégrés dans ces CPDPL et chacun donne son avis et on présente le dossier après avoir vu un couple parce qu'on défend mieux ce que le couple souhaite faire et on arrive à retracer ce qu'il veut. Ce sont des réunions qui durent combien de temps en fait? Alors, c'est des réunions qui peuvent durer très longtemps parce qu'on présente plusieurs dossiers. Il n'y a pas un seul dossier, on présente plusieurs dossiers. Et ça dépend si ça prête à discussion ou pas. Par exemple, l'X fragile, c'est quelque chose qui est quand même très bien établi. Donc, ça ne prête pas trop à discussion. Mais il y a d'autres pathologies pour lesquelles on va rester un peu plus longtemps. Et puis maintenant, on est sur la nouvelle génération de séquençage au débit. Donc, on va se retrouver avec des variantes de signification inconnues. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, là, je vous ai dit, vous vous souvenez au début, je vous ai dit, ça c'est pour les maladies pour lesquelles on a bien identifié la mutation. On sait ce que ça donne. Il y a une corrélation génotype, pas forcément corrélation génotype-phénotype, mais on sait que c'est cette mutation qui est responsable du phénotype. Tout est bien cadré. Mais maintenant, on se retrouve parfois avec des variations de signification inconnues, des choses qu'on ne peut pas rattacher forcément au phénotype. Et donc, ça prête beaucoup plus à discussion dans nos staffs. Est-ce qu'on accepterait de faire des TPN sur des choses où on n'est pas sûr que ça soit bien responsable du phénotype d'un enfant? Donc, il y a des staffs qui peuvent durer très longtemps. Mais globalement, il faut retenir à peu près 1 à 2 heures pour les staffs.
et on en a toutes les semaines, un éclair, toutes les semaines. On en a 2 séparément, on en a un version maternité où c'est toutes les découvertes échographiques, d'accord, de signes échographiques, d'inquiétudes échographiques sur des fœtus, et on en a un autre staff aussi du côté de génétique, où ça c'est nos patientes de génétique qu'on voit et qu'on présente. Et dans les 2 staffs, il y a les obstétriciens, les généticiens, tout le monde est présent dans les 2 staffs. Parce qu'on est un gros centre de prénatal aussi, un gros centre de prénatal et prénatal. Donc voilà, toutes les spécialités qui sont présentes. On peut passer. Alors maintenant, je suis rentrée dans le vif du sujet. Comment ça se passe un prénatal concrètement? Donc le prénatal, il y a 2 façons de procéder pour le prénatal. Souvent, nos patientes ou nos patients, j'ai souvent patientes parce que c'est plutôt les femmes qu'on voit, mais il y a les hommes qui sont bien sûr présents et les papas ont leur mot à dire dans ces deux procédures. Souvent, vous connaissez le mot amniosynthèse, parce qu'il y a un petit moment de ça, nos mamans, nos grands-mères avaient des amniosynthèses, un prélèvement de liquide amniotique quand elles avaient un certain âge pour la trisomie 21. Donc souvent, dans la tête des gens, l'amniosynthèse, c'est resté. Mais il y a 2 procédures qui sont en effet l'amniosynthèse, qui est un prélèvement de liquide amniotique, mais il y a aussi l'autre procédure qu'on appelle la biopsie de trophoblaste, qui est un prélèvement de placenta. Alors, le point commun entre ces 2 procédures, c'est des prélèvements invasifs. D'accord? Donc, on passe par la voie abdominale pour prélever une patiente sous contrôle échographique. On ne touche pas au bébé. Sur une technique, on prend du placenta. L'autre technique, on prend du liquide amniotique. C'est les mêmes risques de fausse couche parce qu'en médecine, pareil, dès qu'on agit, il y a un petit risque. Donc là, il y a un risque de fausse couche qui est très faible, qui est inférieur à 0,5%. Et quelle est la différence entre ces 2 techniques? Il y en a un qu'on peut faire très tôt, à 12 semaines d'aménorrhée. Donc, on est à 10 semaines de grossesse. Et l'autre, on est à 15 semaines d'aménorrhée. Donc, on est à 13 semaines de grossesse. C'est les mêmes résultats. Pour le rendu de résultat, il faut compter en moyenne 10 jours, d'accord? Sauf pour l'X fragile, parce que c'est une maladie à expansion. Donc, parfois, on a du mal à quantifier le nombre de triplés. Donc, ça peut être en 10 jours, mais ça peut parfois prendre des mois parce qu'il faut qu'on relance nos techniques pour exactement voir si on est bien sur une mutation complète ou si on est sur une prémutation. Donc, l'X fragile, ça fait partie des maladies entre guillemets, qu'on aime beaucoup parce que c'est très intéressant, mais qui est très complexe, où il y a un accompagnement à faire auprès des patientes parce qu'il y a beaucoup d'angoisse dans le prénatal, parce que parfois on a le résultat, parce que parfois on ne les a pas et qu'il faut attendre. Donc voilà, c'est une maladie qui est particulière pour le prénatal. Et donc pour les 2 techniques, quel va être l'avantage du prénatal sur la biopsie de trophoblaste? C'est qu'on va rassurer plutôt une patiente. On est à 10 semaines de grossesse, je vous ai dit, 10 jours après le résultat. Donc ça veut dire avant le 3e mois, on sait où on va. Donc avant le 3e mois, on peut dire à une femme, voilà, tout va bien. Donc, elles peuvent se relâcher ou bien non, là le bébé est atteint, on va interrompre la grossesse et dans ce cas-là, comme on est très tôt, on peut le faire sous anesthésie générale par aspiration. Alors que sur le liquide amniotique, on est déjà avancé dans sa grossesse, on est quasiment bientôt à 3 mois et donc du coup l'interruption médicale de grossesse, ça se passe par voie basse, ça ne se passera pas par aspiration. D'accord? Donc voilà les 2 techniques. Alors maintenant, la plupart du temps, on fait biopsie de trophoblaste. On passe plutôt d'emblée là-dessus. Quand on connaît la base génétique et que tout est carré, on fait là-dessus. L'amniosynthèse, on le garde plutôt pour les inquiétudes échographiques qui viennent au décours de la grossesse, où voilà, on est déjà avancé. Là, on prend du liquide amniotique parce qu'il y en a partout autour du bébé. Ça vous va pour le prénatal? C'est assez clair? Maintenant, le diagnostic pré-implantatoire, donc on est à l'étape d'avant. Donc, c'est connaître le statut d'un fœtus, d'un embryon maintenant, et d'implanter cet embryon-là. Donc, pareil, c'est la même chose. Il n'y a pas de liste. Donc, on fait un staff et on a des réunions qui sont propres au CPDPI, donc c'est le Centre pluridisciplinaire de diagnostic préimplantatoire. Et donc, comme le test sur embryon, ça va impliquer différentes équipes et donc ça va impliquer aussi une fécondation in vitro. Donc, il y a différents corps de métier, il y a les gynécologues, les philistes, on appelle ça, il y a la génétique. Et donc, tout ça, c'est soumis aussi, pareil, à des discussions au sein même d'un CPDPM. Et donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, je vous ai mis le délai. Alors, souvent, vous dites, mais pourquoi il y a autant de délais? Oui, il y a beaucoup de délais entre la demande et une prise en charge, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on est 500 en France à faire du diagnostic préimplantatoire. Paris, Montpellier, Strasbourg, Grenoble et Nantes. Il n'y a que 5 centres. Et que du coup, on a une enveloppe qui nous est donnée pour prendre en charge X nombre de couples par an. On n'a malheureusement pas plus. Et on aimerait faire plus. Petit à petit, on va peut-être réussir. Grenoble a ouvert il n'y a pas longtemps. Donc, il y aura peut-être d'autres centres, mais pour le moment, on est limité. C'est pourquoi on a du délai. Vous voyez, 5 centres de DPI versus, ça, c'est les centres de prénatal où il y en a énormément. Et vous prenez à peu près combien de couples du coup en DPI par an? Alors, moi, je fais du diagnostic préimplantatoire et cytogénétique et moléculaire. Je dirais
Globalement, sur plusieurs années, vous voulez dire sur plusieurs années, je dirais, combien on a pris au total? Parce que parfois, on reprend les mêmes couples sur plusieurs tentatives, vous voyez, donc c'est difficile à calculer. Vous êtes limité sur une. On a des enveloppes qui nous sont données, je dirais peut-être 200 à peu près. Je dirais. Oui, c'est bizarre. Je dirais ça. Oui, c'est plus pour vous pour avoir une idée. À peu près. Oui, je crois que c'est l'ordre de grandeur qu'avait donné Julie Moi, je travaille Stéphane. avec Julie Stéphane, voilà. Ouais. Je travaille avec Julie Stéphane, version du diagnostic préimplantatoire moléculaire. Donc, je travaille dans son service et je travaille dans le service de Serge Romanin en cytogénétique pour le DIGEORGE, en l'occurrence. Voilà. Donc, ça, c'est les. On peut passer. Alors, maintenant, en quoi consiste le diagnostic préimplantatoire? On passe par une étape qui est la fécondation in vitro. D'accord? Le but, en fait, c'est de retirer finalement un couple l'inquiétude génétique. Donc, on va gérer, nous, le problème génétique, mais par contre, on va faire confronter le couple à un problème qu'il n'appréhende pas, qui est le problème d'infertilité. Parce que les couples qui viennent en diagnostic pré-implantatoire, ce sont des couples fertiles, ce sont des couples jeunes qui veulent avoir un enfant, mais qui viennent dans cette procédure-là parce qu'il y a une maladie génétique. Ils ne viennent pas là parce qu'ils sont infertiles, la plupart. Ils viennent là parce qu'ils sont fertiles. Et donc, du coup, ils n'ont pas eu toute cette préparation psychologique pour les couples infertiles qui vont en procréation médicalement assistée classique, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, qui ont des parcours d'infertilité pendant 2-3 ans et qui sont obligés de passer par cette procédure-là. Nos couples à nous, c'est le contraire. C'est qu'ils sont fertiles, mais ils sont obligés de passer par là. Et c'est ça qui est assez compliqué parce que faire de la PMA alors qu'on est un jeune couple et qu'on n'a pas de problème de fertilité, ça va engendrer d'autres problématiques. Et juste une question sur si les couples disent qu'ils sont obligés de passer par là, c'est précisément parce qu'ils savent qu'il y a de toute façon un risque. Pourquoi ils ne vont pas vers du prénatal? Alors, ils vont naviguer d'une procédure à l'autre. Mais il y a des couples, par exemple, qui ont des convictions religieuses, culturelles, personnelles, qui disent « moi, je n'interromprai pas une grossesse en cours parce que ma religion me l'interdit ou bien mes convictions personnelles me l'interdisent parce qu'on est même sonné avant 3 mois, ils disent non, pour moi, un fœtus, c'est un enfant, je ne me verrai pas l'interrompre. » Et donc, du coup, ils ont parfois déjà un enfant handicapé, 2 enfants handicapés. Et donc, ils disent, comme je n'interromprai pas, je ne vais pas prendre un risque de 25% ou de 50% de maladie génétique. Donc, je vais venir en diagnostic préimplantatoire parce que ça sera trop compliqué pour moi. Je dirais un 2e enfant atteint, un 3e enfant atteint, donc je ne me verrai pas. Donc, mais souvent, vous avez raison. Souvent, en fait, vous avez vu nos délais à peu près 18 mois. C'est très long. Et dans un projet parental, quand on veut vraiment un enfant, c'est très long. Et surtout pour nous, les femmes, on est fertile, mais jusqu'à un certain âge, malheureusement. Vous voyez? Et donc, d'attendre parfois, quand on voit les couples en consultation qui disent qu'il y a 18 mois de délai d'attente, ils tombent de leur chaise, ils sont effondrés la plupart, ils sont effondrés et à juste cause. Et du coup, nous, on fait leur inscription au diagnostic préimplantatoire, mais bien sûr, on les encourage en disant si vous vous sentez fort, si vous vous sentez prêt, essayez quand même un prénatal. Parce que parfois, on tombe aussi sur les 75% de chances qu'il n'ait pas la maladie, les 50% de chances qu'il ne l'ait pas, et on rend des bonnes nouvelles, et donc il n'y a plus besoin de venir en DPI. Donc rien d'exclusif. On peut s'inscrire en DPI et essayer du prénatal, bien sûr. Je crois qu'il y a une limite d'âge en plus pour le DPI. Il y a une limite d'âge. 35 ans. 35 ans, je crois. Alors, il y a une limite d'âge du fait de notre délai de 18 mois. Nous, du côté de moléculaire, alors parce qu'il y a 2 laboratoires. Il y a le laboratoire moléculaire, d'accord, du professeur Stéphane que Sandrine connaît, qui s'occupe des maladies VHL, ichtyose, X fragile, et il y a le laboratoire de cytogénétique. D'accord, on a les 2 au sein de l'équerre. En moléculaire, on a plus de délai d'attente parce que la mise au point est plus compliquée. Et donc, la limite d'âge, c'est à peu près 36 ans. D'accord, parce qu'on a ces 18 mois de délai d'attente. Je vais vous dire les chances de succès déjà. Après, je vous dirai. Mais au-delà d'un certain âge, au-delà de 38 ans, ces chances de succès sont inférieures à 1%. Donc, c'est sûr qu'il faut y venir avant. Mais en cytogénétique, on a moins de délai. On a à peu près 12 mois de délai. Donc, on va prendre les patients jusqu'à 37 ans. Après, ce qu'il faut, c'est que les patientes, ils viennent nous voir en consultation et qu'on leur explique pourquoi on ne les prend pas. Parce que moi, je trouve que c'est toujours compliqué de dire, on a une limite d'âge, vous vous rendez compte de dire à 36 ans, vous êtes âgé, on ne fait plus d'enfants, mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça. Et on leur explique pourquoi on dit ça. Vous n'êtes pas âgé, parce que parfois, elles entendent ça comme phrase, mais ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir des enfants spontanément parce que vous avez le nombre d'ovocytes, mais c'est que nous, on n'est pas bon en diagnostic préimplantatoire. On ne sera pas bon dans cette procédure-là. Et ce serait malhonnête de notre part d'entraîner des femmes dans cette procédure, alors qu'on sait que ça ne marcherait pas parce que malheureusement, la qualité ovocytaire embryonnaire est moins bonne après cet âge-là. Mais bien sûr qu'elles ont leur fertilité spontanée qui fonctionnera et elles ne sont pas âgées. Donc, c'est simplement notre diagnostic qui est moins bon à part. On arrive moins bien à stimuler ces patientes-là, on a moins d'embryons. Je vais vous expliquer la procédure, mais ça fait vraiment un effet entonnoir. Mais moi, j'invite
voilà, vous êtes dans des associations, même s'il y a des patientes qui ont 36, 37 ans, il faut pas hésiter à nous les envoyer parce que de dire non juste parce qu'elles ont 37 ans, je trouve ça très difficile. Il vaut mieux qu'elles viennent, qu'on leur explique pourquoi on les entraîne pas dans cette procédure, leur expliquer le prénatal aussi. Parfois, elles n'ont pas eu les bonnes infos, elles sont restées sur des annusathèses tardives. Enfin, je trouve que voilà, il vaut mieux venir en consultation, qu'on les voit. Et parfois, on a besoin dans un projet de couple et dans un projet de parental d'être sûr qu'on dira non pour passer à une autre procédure. Il y a des patientes qui disent, bah voilà, moi je viens, si j'entends votre nom là-dessus, le prénatal, je n'envisage pas, bon, bah, maintenant je vais aller peut-être vers le don de gamètes ou bien je vais aller vers l'adoption. Et je trouve que c'est important de fermer parfois certaines portes. Il faut savoir dire non. Quand on sait que ça ne va pas fonctionner, il faut savoir dire non à un couple parce que le but n'est pas de faire perdre du temps au couple. Hein. Le but, c'est qu'ils aient des enfants qui vont bien. Donc, il faut savoir dire non. C'est notre rôle de dire non parfois et puis de dire non. Là, ça ne va pas être la bonne solution. On va peut-être faire autre chose. Voilà. Enfin, solution, il n'y a jamais de bonne solution. Pardon, je déteste employer ce terme-là. Oui, voilà, moi je voudrais vous poser des questions précises, c'est-à-dire dans une maladie autosomique récessive, Ouais. avec, enfin c'est l'ataxie prégrage. Ouais. Alors, avec, nous avons des couples dans l'association, nous avons des couples où tous les deux sont malades. Mm-hmm. Donc, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Non. Pas du tout. Bon, oui, malheureusement, je le savais. Mais quand il y en a un qui est malade et le partenaire ne l'est pas, alors là, on est dans le cas de... On est le risque de 50%. C'est 50%. Ouais, parce qu'il a ces deux allèles, celui qui est atteint, il a les deux allèles qui portent la mutation. Celui qui n'est pas atteint, il est porteur hétérozygote ou pas? Ben justement. Il faut se faire tester. Il faut qu'il soit. Ouais, il faut qu'il se fasse tester. On les teste dans ces cas-là et on voit. Soit il est porteur sain, on part sur un risque de 50%, soit il n'est pas porteur sain et dans ce cas, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque s'il n'est pas porteur sain. Ouais. Mais dans le pire des cas, les deux malades. Bon, ça c'est. Alors, il faut s'orienter vers les dons de gamètes. Avec quand même un don de gamètes, un don de bien sûr, ça serait possible. Bien sûr, don de sperme ou don d'ovocytes. Les dons de sperme, c'est plus facile que don d'ovocytes en France parce qu'il y a moins de délai d'attente que sur les dons d'ovocytes. Ah oui, donc on peut quand même leur donner l'espoir avec un don de sperme. Ah ben bien sûr, ouais. Ah ben non, mais c'est important. Ah oui. Il ne faut pas hésiter aussi à nous envoyer les couples qu'on les voit en consultation et puis c'est toujours compliqué de renoncer à un projet parental, donc on les oriente vers d'autres alternatives. Donc, il ne faut pas hésiter à les envoyer. Alors, je vais quand même une anecdote malheureusement vraie. C'est que c'est une jeune femme qui a épousé un homme plus âgé qu'elle, qui avait déjà 2 filles en parfaite santé. Et lui, après un cancer, etc., ne pouvait plus avoir d'enfants. Et elle, jeune, a eu un enfant avec un porteur, non pas un porteur, justement, atteint, avec un anonyme. Ah oui, ça c'est sûr que don de spermatozoïdes, on ne va pas séquencer par exemple le sperme. Donc on se met à l'abri quand même de certaines maladies parce qu'il y a un arbre qui est fait. Donc s'il n'y a pas de maladie connue chez cet homme-là, voilà, il fait partie des dons de spermatozoïdes, mais on ne peut jamais garantir à 100%. Comme il y a des familles qu'on voit nous en consultation, ils ne savaient pas qu'il y avait cette maladie dans la famille. Donc bien sûr, il n'y a jamais de garantie. C'est-à-dire pour toute grossesse qui commence, il y a à peu près 2% de risque qu'il y ait des maladies. Oui, mais elle ne savait pas qu'elle était porteur sain. Ah oui, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais non, il n'y avait pas de raison. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc, elle a eu un premier enfant qui est ataxique. Et elle a eu un deuxième enfant avec un autre inconnu, un anonyme. C'est normal. Qui est normal. Mais évidemment, comme on ne décèle pas à la naissance que le bébé est ataxique, c'est en grandissant et on l'a accusé d'être hystérique, folle, tout ça, alors qu'en réalité, c'était une malchance totale. On ne fait pas de test génétique en France, on ne fait pas de test génétique, même pour les maladies génétiques qui sont dites fréquentes dans les maladies rares, parce qu'il y a des maladies génétiques fréquentes, par exemple la mucoviscidose, la métrophécie involontaire, on ne fait pas de test avant les grossesses. Donc, bien sûr, on envoie mucoviscidose une personne sur 33, on est porteur hétérozygote. Donc, bien sûr, il y a toujours ce risque-là. Nous, c'est une naissance sur 50 000, mais un porteur sain
sur 80 ou 100. Je sais, le freinage, c'est pour ça que d'ailleurs, on teste les apparentés. Pour les maladies qui sont beaucoup plus rares, on ne testera pas. Quand ils acceptent. Et là, voilà, on teste les apparentés là, pour le freinage. Bon, j'arrête, mais c'est... Mais c'est intéressant d'avoir votre retour. Oui, vous avez raison. Hein. Quand vous parlez de les envoyer en consultation, parce que vous dites qu'il y a 18 mois à 24 mois de délai pour les pays, mais pour un DPN et puis pour avoir rendez-vous avec vous, c'est quoi les délais? Alors, DPN, il n'y a pas de délai. Moi, j'ai des créneaux de consultation prénatale. Donc, je casse les patients. Je ne les fais jamais attendre parce qu'on comprend l'angoisse d'une grossesse. Et donc, souvent, grand maximum, c'est une semaine qu'elles attendent. On voit en prénatal. Quand elles sont enceintes, c'est grand maximum une semaine. Et souvent, c'est des familles que je connais déjà en préimplantatoire. Donc, souvent, je les vois très rapidement. Elles me mettent souvent un mail en disant, voilà, je suis enceinte, bonne nouvelle, mais ça y est, j'angoisse. Et en préimplantatoire, on les voit aussi, bien sûr, pour les informer. Moi, je les encourage à s'inscrire. Et puis, si elles semblent, j'encourage d'essayer un prénatal. Donc, voilà. Les préimplantateurs, je les vois aussi rapidement, peut-être pas dans la semaine parce qu'on a plus de délai, mais disons dans le mois ou les 2 mois qui viennent, on les voit en préimplantatoire en consultation d'information. Et après, je leur explique comment on va les inscrire, qu'est-ce qu'il faut en compléter comme bilan. Parce que vous allez voir, il y a pas mal de bilans à faire gynécologiques avant de pouvoir s'inscrire en DPI. Donc voilà, je vous laisse mes coordonnées avec plaisir à la fin. Alors, comment ça se passe le préimplantatoire? Donc, c'est les tests génétiques avant la grossesse, on a dit. Donc, c'est des tests génétiques sur les embryons. Et donc, pour avoir des embryons, il faut des gamètes qui servent à faire des bébés. Chez les femmes, chez nous les femmes, c'est... je n'oublie pas monsieur. Hein. Chez nous les femmes, ce sont les ovocytes qui sont dans nos ovaires. Et chez les messieurs, c'est les spermatozoïdes. D'accord? Et donc, nous, on ne peut pas avoir un seul embryon parce que le risque qu'il soit atteint, ça peut être de 25-50%. Donc, plus on a d'embryons, mieux c'est. Donc, le but est de faire grossir tous les ovocytes. Vous voyez, c'est les taches noires qu'on voit dans les ovaires. Donc, on doit passer par une étape de stimulation. C'est exactement la même chose que les couples infertiles qui sont en procréation médicalement assistée. Donc, ça consiste en des injections d'hormones tous les jours. Tous les jours, dans des injections d'hormones pendant 10 à 14 jours pour faire grossir ces ovocytes. Ce n'est pas ça qui est contraignant, ce n'est pas les piqûres. Ce qui va être contraignant pendant toute cette phase-là, c'est qu'il faut surveiller la réponse aux hormones. Donc, tous les 2-3 jours, on va demander au couple de venir. Alors, nous, c'est Necker ou Beckler. On fait la partie gynécologique qui est faite à Beckler. Tous les 2-3 jours, ils viennent à Beckler. On fait une échographie des ovaires, on fait une prise de sang et on voit comment elles ont répondu aux hormones. Elles n'ont pas répondu assez, on augmente les hormones. Elles répondent bien, on continue les hormones à cette dose-là. Elles répondent trop, attention, on va diminuer la dose d'hormones. On fait ça pendant 10 à 14 jours. Une fois qu'au bout de 10 à 14 jours, ces ovocytes, c'est les taches noires, ont bien grossi, on va aller les prélever. C'est ce que nous appelle la ponction ovocytaire. Ce n'est pas très agréable à faire. On introduit une petite canule et on va aspirer, vous voyez, le liquide où sont contenus ces ovocytes. D'accord? Ça se fait en général sous anesthésie locale dans 70% des cas. Et puis, il y a des patients qui disent « Non, moi, j'ai un vécu traumatique, des examens gynécologiques, de tout ça, je veux être sous anesthésie générale. » On les met sous anesthésie générale. Donc, on va aspirer le liquide où sont contenus ces ovocytes. C'est le seul jour où le papa est présent parce qu'il fait un recueil de spermatozoïdes frais. On va micro-injecter les spermatozoïdes dans les ovocytes. C'est cette technique-là. Donc, jusque-là, c'est exactement la même chose que la procréation médicalement assistée classique. Vous avez vu, ça ne change rien. Il n'y a pas eu de test génétique, il n'y a rien eu de particulier. Donc, on micro-injecte ces spermatozoïdes dans les ovocytes, on attend 3 jours. Au bout de 3 jours, un embryon est constitué de 8 cellules. D'accord? Un embryon, c'est une division cellulaire. Donc, on a 8 cellules sur l'embryon. Vous voyez sur la petite photo, là, si je me décale, Sandrine, vous me dites si vous voyez ou toujours pas la caméra, parce que je montre aux gens. C'est là, on va aspirer, on va ouvrir la membrane pellucide avec un laser et on va aspirer 1 à 2 cellules. D'accord? Et on va faire des tests génétiques sur 1 à 2 cellules. Donc, vous avez 2 techniques différentes. Pensez en biologie moléculaire, donc pour les maladies, VHL, X-fragile, Friedreich, ichtyose, tout ça, on va faire moléculaire. Donc, ça correspond à ces tests-là. D'accord? On met des marqueurs de l'un et d'autre du gène et on regarde ce qui a été transmis à l'embryon. Et après, il y a la prise en charge en cytogénétique pour les digenres des anomalies chromosomiques. Vous pouvez changer de slide peut-être parce que là, on est toujours la biopsie, non? La biopsie embryonnaire. Ouais. Non, je ne sais pas. C'était normal? Non, c'est qu'il y a un bug parce que nous, on a la bonne slide. Ouais. On peut peut-être avancer, on va voir si ça change. Ah, c'est bon là? Ça change ou pas? Vous êtes sur autre chose? Ou ça c'est toujours bloqué à la première diapo? Sinon, il faut arrêter. Là, je suis à transfert des embryons sains, 20% de grossesse évolutive. C'est bon? Donc, en fait, Sandrine, vous n'avez peut-être pas vu, on peut peut-être montrer avec la souris, c'est ça en fait. En moléculaire, c'est les profils des marqueurs qu'on voit.
D'accord. Vous voyez avec la petite souris. Et là, à côté, vous voyez des spots colorés. Ça fait très joli. Ça, c'est en cytogénétique hein, pour les… C'est une fiche, ça, non? Exactement. Pour les anomalies chromosomiques, on le fait par fiche. Donc, on voit si on a bien un embryon équilibré. Donc, le nombre de spots correspondants, c'est des marqueurs colorés qu'on met en fonction des anomalies chromosomiques identifiées dans la famille. D'accord? Et juste un point important, on regarde que la maladie génétique impliquée dans la famille. Hein. Il y a des patients qui disent « Ah bah, maintenant qu'on y est, est-ce qu'on ne peut pas vérifier que mon enfant n'a pas la trisomie 21 ou bien qu'il n'a pas une autre trisomie ?» Non, la réponse est non. Vous avez vu, on est sur 1 à 2 cellules. Donc, si on s'amuse à regarder d'autres maladies, on perd en fiabilité. Donc, on ne regardera que la maladie génétique impliquée dans la famille. D'accord? Et donc, une fois qu'on a des embryons sains, ben, on va les transférer. C'est la diapo suivante. Voilà, on fait un transfert d'embryons. Donc, on met une canule dans le vagin et l'utérus et on va mettre les embryons. On ne les force pas à l'anidation, donc on met l'embryon et tous les embryons qu'on transfère ne donnent bien sûr pas de grossesse. Donc, à partir du moment où on transfère un embryon sain dans l'utérus, les chances de grossesse sont de 30%. D'accord? Mais pour la moitié des couples, on n'a pas d'embryon sain à transférer. Ça s'est arrêté avant. Et c'est là l'effet entonnoir. Par exemple, une patiente qui est jeune, qui a une bonne réserve ovarienne, on va partir à peu près de 12, 15 ovocytes. On stimule. On en a 12 ou 10. On ponctionne. On en a 8. 8, on micro-injecte les spermatozoïdes. Bah, tous ne donnent pas des embryons. 6, on attend J3. 4. Et on regarde qui est sain, qui est atteint. On regarde J5, si on a un embryon à transférer, bah, l'embryon qui était sain, il ne s'est même pas développé jusqu'à J5. Donc, vous voyez bien l'effet entonnoir, il est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut partir d'une bonne réserve ovarienne et qu'on part chez des patientes entre guillemets jeunes, parce que pour moi, après 36 ans, on est jeune. C'est important. On est d'accord. On est tous d'accord. Et donc, du coup, donc ça, j'ai dit quand on transfère un embryon, on est à 30% de grossesse. Donc, si je pars de début de stimulation à un bébé dans les bras, les patients que nous, on va en consultation, on leur donne comme chiffre. Du début de stimulation à un bébé dans les bras en DPI, on est à 20% de taux de succès. 20%. Donc, ce n'est pas énorme. C'est-à-dire 80% de couples qui sont déçus, qui repartent, qui ont attendu 18 mois, vous vous souvenez. On a fait 1 tentative, 2 tentatives, 3 tentatives. On fait en moyenne 3 tentatives. Entre les tentatives, il faut attendre à peu près 4 mois que les ovaires reviennent au repos avant de stimuler. Donc, parfois, on arrive à 3 ans de son projet parental et on se retrouve toujours sans bébé dans les bras. Et c'est là que de patientes nous disent, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qui est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, il ne reste que le prénatal après si ça ne marche pas. Ça peut être autant parce que finalement, les embryons qui sont restés avaient des anomalies que parce qu'il n'y en a pas eu qui se sont développés. Exactement. Ouais. Il y a le DPI, vous avez vu, il y a plusieurs étapes et on perd des patientes à chaque étape, en fait, malheureusement. Et d'emblée, on ne peut pas savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. La seule chose qu'on sait, c'est quand même l'âge maternel qui joue quand même pas mal. Donc ça, on sait, le tabac, on sait, le poids, on sait. C'est des facteurs sur lesquels on peut jouer. Mais là, on ne peut pas jouer. Et vous avez des améliorations depuis quelques années? Oui, on fait des progrès sur qu'est-ce qui est le meilleur reflet. Est-ce que c'est l'AMH? Est-ce que c'est les comptes folliculaires en trop? On essaie de s'améliorer, mais il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur les chances de succès. C'est-à-dire le fait de passer quand même à des transferts un peu plus tardifs, on a fait des progrès. Sur le fait avant les méthodes de congélation, quand on congelait, parce que certaines patientes avaient par exemple 3 embryons, on ne va pas mettre 3 embryons, on met 1 ou 2 embryons, on congelait l'autre. Et maintenant, on est passé sur des techniques de vitrification maintenant depuis plusieurs années et ça fonctionne mieux dans la mesure où quand on décongèle ces embryons-là, ben, on a moins de pertes. Donc, on a fait des progrès quand même dessus. Mais globalement, en DPI, on est toujours du même ordre dans les chances de succès. Et pareil, c'est international parce qu'il y a des patients qui reviennent de Belgique qui disent « Ah, mais moi, ils m'ont dit 40%, ils ne m'ont pas dit 20%, donc ils sont meilleurs que vous. » Non, ça dépend à partir de quelle étape on est en train de parler. Moi aussi, si je me mets à J5 du transfert d'embryon, je vais vous dire 40%. Donc là, je suis du début de stimulation d'un bébé dans les bras. Oui, si eux, ils ont des chiffres sur les patientes, alors la patiente a 30 ans et qui vont dire pile poil pour une patiente de 30 ans, on est à 45%, oui, parce qu'ils ont ciblé un peu plus le… Donc, à un moment donné, franchement, nous, le professeur Stéphane, que connaît Sandrine, qui assiste quand même à énormément de congrès à travers tout le monde, elle dit non, on est tous, il n'y a pas un laboratoire qui est mieux que l'autre. Voilà. En Espagne, eux, ils vont faire maintenant aussi la CGH-Array, ils vont regarder les anomalies chromosomiques. Donc, ils vont avoir des taux de succès un peu plus grands parce qu'ils ne vont pas transférer tous les embryons déséquilibrés qui auraient des anomalies chromosomiques, par exemple. Et voilà, chacun travaille différemment, mais franchement, on a tous à peu près les mêmes chances de succès.
Et pourquoi l'Espagne fait le CGH arrêt et pas la France alors? Parce que nous, on part dans l'idée qu'on a identifié une maladie génétique et donc on ne le fait que pour cette maladie génétique. Après, par exemple, en Espagne, ça peut aussi être une perte de chance, le fait de ne pas transférer ces embryons qui auraient éventuellement un déséquilibre chromosomique, qui aurait entre guillemets, parce que nous, on laisserait une chance à ces embryons-là. Vous voyez? Et donc, ça peut être un gain de chance ou une perte de chance aussi, parce qu'il y a des patients qui se retrouvent du coup sans embryon à transférer en Espagne, qui viennent nous voir en disant ah ben mince, il n'y a aucun embryon, parce qu'à chaque fois, ils me disaient non, non, déséquilibre, alors que ce n'est pas le risque réel pour la famille. Le risque réel était de 25 ou 50%. Nous, en France, la législation nous empêche de regarder d'autres anomalies génétiques et c'est très bien comme ça. Je ne sais pas, enfin, moi j'ai une expérience personnelle, j'ai une amyosynthèse, on a trouvé une translocation réciproque sur ma fille. Oui. Bon, donc j'ai gardé l'enfant, bien évidemment, et elle était équilibrée. D'accord. Et en fait, elle avait aussi la délétion. Bon, Ah oui, je regrette pas de l'avoir, mais vous voyez. Oui. Ouais. Après, vous voyez, c'est du cas par cas. Voilà. Nous en France, on ne fait pas de CGH arrêt pour le diagnostic préimplantatoire et de toute façon, on perdrait en fiabilité aussi là-dessus si on commençait à faire d'autres examens génétiques dessus. Ouais, et par contre, en prénatal, par contre, maintenant, on peut le proposer aux patientes. Quand il y a une indication médicale, bien sûr, c'est inclus dans le prénatal. C'est par exemple une patiente qui vient pour un prénatal, pour une mucoviscidose et qui dit, voilà, moi j'ai une angoisse sur les chromosomes, mais je voudrais quand même qu'on fasse une CGHRE ou une ACPA. On va leur dire, OK, on peut le faire, nous, à l'hôpital, à la PHP, mais quand il n'y a pas d'indication médicale au dépistage de la trisomie 21, vous n'êtes pas dans la zone à risque, ça sera ce qu'on appelle une CGHRE, une ACPA qui sera prise en charge par vous et c'est de l'ordre de 350 €. C'est le même prix que quand on fait du non-invasif en ville, par exemple, dans le privé. Donc, on peut le faire en prénatal. Ce que je voulais dire, moi, c'est que j'ai eu un DPN et mon fils est porteur sain, donc super, c'était la bonne nouvelle. C'était il y a 15 ans, donc ça remonte un peu. Mais moi, on ne m'avait pas demandé, mais par contre, ils ont tout fait, ils ont regardé, pas tout, mais ils ont regardé aussi la mucoviscidose et d'autres maladies, la trisomie et ainsi de suite. Et je savais donc qu'il était porteur sain pour l'ictiose, donc ça c'était la super nouvelle, puisque c'était la pathologie qui nous importait. Mais je savais aussi… Ils ont regardé parfois, on pouvait faire le karyotype à l'époque. La sécurité sociale remboursait un peu. Maintenant, ils ne remboursent plus, même quand c'est des maladies liées à l'X pour l'X fragile. Avant, on faisait passer sur la sécurité sociale à rembourser, puis maintenant. Mais par contre, mucoviscidose, c'était dans le privé, peut-être mucoviscidose, tout ça, non? Je l'ai fait. Et pourquoi on a regardé la mucoviscidose? Normalement, on ne devrait pas le regarder. Hein. Je ne sais pas, mais j'étais contente. D'accord. Mais ils ont regardé quoi sur la mucoviscidose? Parce qu'il n'y a pas de cas atteint dans la famille. Ils ont séquencé, ils ont regardé les 50 mutations les plus fréquentes en Europe de l'Ouest. Je pense. Parce que nous, on ne le fait pas. Sauf s'il y a une inquiétude, s'il y a un cas dans la famille, ou des porteurs hétérozygotes dans la famille. Non. Ce n'était pas le cas, mais ils ont regardé quand même la mucoviscidose. Donc, nous, on le fait. Sauf s'il y a des intestins hétérécogènes, s'il y a des inquiétudes échographiques. Voilà. Donc, vous, il n'y avait rien? Alors, c'est étonnant qu'on voulait faire. C'est à la PHP? C'est à Toulouse, mais… mais c'est peut-être privé. C'est pas privé. Non, c'était pas privé. C'était à Purpan ou c'était… Non, c'était à Purpan. C'était à Purpan. Ouais. C'est étonnant. Normalement, mucoviscidose, on le fait. C'était à Purpan, mais je pense que ça a voyagé. Ça n'a pas été fait. Je ne pense pas que ça a été fait sur place à cette époque-là. En principe, ils ont envoyé à Strasbourg. Donc, transfert d'embryon, je vous ai dit les chances de succès. Et donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Donc, malheureusement, il n'y a pas de procédure miracle. Le but est d'avoir un enfant qui est indemne d'une maladie génétique. Enfin, si c'est la demande du couple, parce que pour la même pathologie, les couples n'auront pas la même demande, parce que chacun, finalement, accepte certaines choses que d'autres n'accepteraient pas. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. Et chaque procédure a ses points positifs, entre guillemets, et inconvénients. Pour le je vais faire d'abord le prénatal. Prénatal, c'est le risque de fausse couche lié à un prélèvement invasif, de mettre une aiguille et d'être à risque de faire une fausse couche. C'est dans les points négatifs, c'est l'investissement d'une grossesse alors qu'on est en attente des résultats. C'est très compliqué pour nos patients. C'est très compliqué comment on investit la grossesse. Et nous, on a la chance de travailler avec des psychologues qui viennent en consultation avec nous aussi pour le prénatal et le préimplantatoire. Et on voit à quel point ces 10 jours de rendu de résultats, ou même avant, parce que souvent, une fois qu'on a été inquiété par une maladie génétique, on sait qu'on est enceinte dès les premiers jours, donc le temps nous semble interminable. Nous, à chaque fois, les patients disent il faut que j'attende 10 semaines de grossesse, alors que pour nous, ça ne nous semble pas énorme, mais
dans la temporalité d'une patiente qui est en attente d'un résultat pour investir sa grossesse, pour l'annoncer, bah, c'est trop long. C'est trop long. On aimerait faire des progrès là-dessus. Et toujours la culpabilité de devoir interrompre une grossesse. Ce n'est pas une interruption volontaire de grossesse, c'est une interruption médicale de grossesse et on l'interrompt parce qu'il y a une maladie génétique sévère dans la famille et qu'on souhaite cette grossesse-là. Les points positifs, bah, c'est que on procrée sous la couette, c'est quand même plus sympa que de faire du diagnostic préimplantatoire et qu'on a plus de chances de grossesse, entre guillemets, parce que statistiquement, on ne fait pas des enfants à chaque fois qu'on a un rapport sexuel. Mais globalement, voilà, c'est plus agréable, donc on retient que voilà, c'est plus facile techniquement. Et en diagnostic pré-implantatoire, les points positifs et les points négatifs, je vais faire d'abord les points négatifs pour finir sur une bonne note quand même. C'est toute la lourdeur de cette procédure qui a des faibles chances de succès. La lourdeur, parce que vous avez vu, on entraîne des couples dans des procédures de procréation médicalement assistée avec l'effet entonnoir qui fait qu'il y a les patientes, elles ont des moments up, des moments down, parce que voilà, on a 12 ovocytes et puis finalement, on se retrouve avec 0 embryon sain. Je trouve que voilà, on est effondré à ce moment-là et on peut comprendre les patientes qu'il faut quand même être solide psychologiquement quand on arrive dans ces procédures-là. Il y a pas mal de refus ou d'annulations, de s'entendre dire qu'à 36 ans, on est un peu âgé, qu'il ne faut pas faire du DPI. Je trouve que c'est toujours un peu dur aussi. Et les chances de succès, que 20% et qu'on aimerait améliorer. Et dans les points positifs, une fois que l'embryon, on a testé, qu'on a transféré, que vous êtes enceinte, c'est tout bonus parce qu'on vous a retiré le risque génétique et vous êtes enceinte et vous profitez un peu plus de votre grossesse, entre guillemets, même si je pense qu'on ne profitera jamais de sa grossesse comme une patiente lambda qui n'a jamais vécu ça et que, voilà, une fois qu'on a été inquiété, on le sera toute notre vie et que tant qu'on n'a pas l'enfant dans les bras ou l'enfant qui grandit en se disant, voilà, je suis sûre qu'il va bien, qu'il ne présente pas de retard ou de handicap, on a toujours du mal, même si nous, on dit, voilà, ça y est, on est rassurant, on a des faibles chances d'erreur sur le DPI, parce que pareil, le DPI, je ne vous ai pas dit, c'est jamais 100% aussi. Hein. Les risques d'erreur sont très faibles et on est souvent inférieur à 1%, et c'est cas par cas. Voilà. Mais il y a toujours un petit risque d'erreur. Et pour certaines patientes, c'est moins difficile de finalement sélectionner les embryons qu'un fœtus qui est dans le ventre. Donc voilà, on accepte mieux de se dire finalement on va détruire ces embryons-là que des interruptions médicales de grossesse. Et aussi, elles ont l'impression de participer activement dans les rôles positifs finalement à rompre un peu ce risque de maladie génétique dans la famille. Mais on transfère les fœtus, les embryons hétérozygotes. On soit bien d'accord, dans les embryons sains, il y a les embryons hétérozygotes et pour les anomalies chromosomiques, il y a toutes les translocations qui sont équilibrées, qui sont transférées aussi. Voilà. Il y a certaines patients qui... complètement la chaîne, malgré tout. Pardon ? Ça ne casse pas complètement la chaîne. Non, parce que le but du DPI DPL, c'est d'avoir un enfant sain. Et ce sont des enfants qui vont bien. Donc, on est tous porteurs de maladies génétiques. Moi, on séquence mes gènes, on trouvera des maladies génétiques. Hein. Donc, le but, ce n'est pas de ne pas transmettre une maladie génétique. Le but, c'est d'avoir un enfant qui ne serait pas atteint d'une maladie génétique. Donc, pour les patientes qui nous disent, écoutez, finalement, pour la translocation, est-ce que vous pouvez ne pas transférer les embryons qui ont la translocation à l'état équilibré parce que ça leur évitera, quand ils sont adultes, de vivre la même chose que moi? La réponse est non. Déjà, éthiquement, on n'a pas le droit de le faire parce que c'est des enfants qui vont bien, parce que ça ferait des embryons encore en plus à détruire alors qu'ils vont aller sains. D'ici là, on aura fait des progrès, donc on leur proposera probablement autre chose. Et aussi, techniquement, on n'a pas la possibilité de le voir. Parce que quand je vous ai montré le schéma avec les petits spots colorés qu'on appelle une fiche, on voit juste qu'il y a 2 chromosomes, par exemple 12, et 2 chromosomes 10. On ne voit pas s'il y a la translocation équilibrée. D'accord ? Et on voit quand c'est déséquilibré, on va avoir un spot en plus ou un spot en moins. Mais on ne voit pas si c'est équilibré ou s'il n'y a pas le remaniement chromosomique. Une question spécifique vous cherchez la prémutation? Alors, très bonne question. Alors, pour ce qui est du prénatal ou préimplantatoire, je fais les deux. Je vous la poserai peut-être. Moi, ça ne me dérange pas de vous le dire rapidement. Ouais. En prénatal, les fœtus qui portent une prémutation, ce sont des enfants qui vont bien. On sait que pour les filles, c'est un risque d'insuffisance ovarienne, donc ils vont bien. Et aussi risque de épixtase, qui est un peu plus à l'âge adulte avancé. Donc pour nous, ces fœtus-là, ils vont bien. Donc la grossesse est conservée. On n'a jamais eu de demande d'interruption médicale de grossesse sur les prémutations, mais c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Pourquoi pas? Et en diagnostic préimplantatoire, on ne peut pas savoir si c'est prémuté ou mutation complète, parce qu'on doit rendre le résultat en 48 heures pour transférer les embryons à J5. Et ça, on ne peut pas le voir en 48 heures, le nombre d'expansions de triplés. Donc, ce qu'on fait, c'est une étude indirecte. On va juste voir si c'est le X qui porte l'amplification, si c'est le X qui ne porte pas la mutation. On va transférer tous les embryons qui ne portent pas la mutation
Tous les autres, y compris ceux qui auront la prémutation, on va les détruire malheureusement et ça fait des embryons en moins. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça dépend le nombre de triplés portés par la mère pour la prémutation. Parce que si elles ont une toute petite expansion, il vaut mieux qu'elles ne viennent pas en DPI parce qu'on va détruire trop d'embryons qui auraient la prémutation. Vous voyez, quand on a 70 triplés CGG, il vaut peut-être mieux pas venir en DPI parce que vous avez une majorité d'embryons qui risqueraient d'avoir une prémutation et pas de passer sur une mutation complète. Mais c'est une discussion intéressante. Oui. Voilà. Donc, voilà ces deux procédures-là. Moi, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on intervienne aussi au sein des associations spécifiques pour les maladies, avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup communiquer avec les associations. Donc, n'hésitez pas à prendre mon mail. Voilà, Merci beaucoup. Merci à vous. Du DPI du DPM, parce qu'avec la formation à Marseille, les conseillers en génétique, etc. Moi, je voudrais que dans notre conseil médical et paramédical, de la cathédrale, il y ait une conseillère en génétique. Mais d'après ce que j'ai compris, il y en a qui sont plutôt spécialisés beaucoup dans le cancer, peut-être même les maladies cardiaques, et spécialisés dans les maladies neurologiques dégénératives. On en a aussi, hein. On en a aussi, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, c'est un gros centre de pathologie neurologique dégénérative. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec l'association d'amylose aussi, avec Bicêtre, donc on intervient. Après, on a tous nos spécialités parce qu'on est bon dans ce qu'on fait souvent. Moi, par exemple, je peux vous parler du prénatal préimplantatoire, je pense pendant des mois et des mois, ça me passionne et j'adore accompagner les patients dans ces deux procédures-là parce qu'on vit des moments, des mauvaises nouvelles, mais heureusement des bonnes nouvelles aussi avec ces familles-là. Et je trouve qu'on lit quelque chose à long terme parce que voilà, c'est un accompagnement très compliqué. Et donc, moi, j'estime que je suis bonne dans ce que je fais souvent et que je peux répondre aux questions spécifiquement, mais on est quand même une grosse association, on est en train de prendre de l'ampleur. Vous parlez de Marseille, mais à Paris, on va ouvrir une formation, c'est en 2022. Parce que Marseille a précédé. Marseille a précédé. Moi, j'ai fait mes études à Marseille, donc Marseille a précédé. Mais Paris, on va ouvrir en 2022. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter. Vous avez nos mails. Nous, après, on peut vous envoyer des conseillers en génétique qui sont spécialisés dans vos thématiques à vous. Vous voyez, par exemple, quand vous dites, voilà, on a une intervention sur tel sujet, est-ce que c'est possible d'avoir une conseillère en génétique? Nous, on fait un appel à notre association en disant qui est spécialisé dans cette pathologie. Non, je vais vous dire exactement ce qui se passe. C'est surtout pour maintenant l'obligation de l'information à la parentale. Oui, exactement. Ouais. Et alors là, il y a une recherche là-dessus, mais justement, on pense qu'entre les généticiens et les conseillères en génétique, ça serait quand même très, très important, comme je vous disais, qu'on ait une conseillère en génétique qui intervienne dans notre... Bien sûr. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Nous, on travaille beaucoup avec les généticiens. Moi, je travaille énormément avec Julie Stéphane, que je connais depuis très longtemps. Et que, voilà, bien sûr, on peut se déplacer à plusieurs pour venir vous voir, conseillère en génétique et généticien. Avec plaisir. Enfin, écoutez, avec plaisir, en tout cas, pour intervenir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à Alliance Maladies Rares. Merci à Marc. Merci beaucoup. Voilà, de nous avoir invités pour nous donner un petit temps de parole sur ces thématiques fort intéressantes. Merci beaucoup. Merci. On va passer à Cécile. C'était très bavard, je suis désolée. Excuse-moi. En plus, on a un petit peu commencé la discussion pour la suite. Oui, ça rejoint l'association. Exactement, c'est ça. De partager l'écran. Moi, je t'autorise la diffusion de mes mails après, hein, si vous souhaitez avoir mon mail, mais même mon portable, je donne mon portable. Voilà. Il n'y a pas de souci. Sur le bon. Là, voilà. Super. Est-ce que tout le monde m'entend aussi en visio si je parle comme ça? J'ai un petit peu la voix fatiguée, mais ça ira? Oui, on entend très bien. Okay, super, parfait. Je me présente, je suis Cécile Guérin, je suis conseillère en génétique. Et pour ma part, donc, je travaille à l'hôpital Bichat à Paris et je travaille au sein de 2 centres de référence. Donc, je fais partie du centre de référence des maladies cardiaques héréditaires et je travaille aussi sur le centre de référence des maladies pulmonaires rares et j'exerce plus particulièrement sur une pathologie qui est la fibrose pulmonaire. Donc, pour le coup, moi, je suis plutôt spécialisée sur certaines pathologies.
Et donc, pour poursuivre cette présentation, je vais vous présenter notre association française des conseillers en génétique et plus particulièrement vous parler de la commission de relais avec les associations de patients dont Roxana et moi-même faisons partie et c'est pourquoi on est très ravis d'être présents ici aujourd'hui avec vous. Alors, on peut passer aux diapositives suivantes. Donc, pour comprendre ce qu'est notre association des conseillers en génétique, je pense qu'il faut que je commence par vous présenter notre métier. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré et connaissent bien cette profession. Alors, c'est une profession donc, paramédicale qui est relativement récente puisque le métier a été créé en 2005. Donc, ça fait 16 ans que le métier existe. Et donc, le conseiller en génétique va travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et il va travailler sous la responsabilité d'un médecin généticien. La principale activité du conseiller en génétique, c'est de réaliser des consultations de conseil génétique. Alors, c'est quoi une consultation de conseil génétique? Eh bien, en fait, on va rencontrer donc, des patients qui présentent soit eux-mêmes un risque d'avoir une maladie génétique ou alors un risque de le transmettre à leur descendance. Et nous, au cours de cette consultation, on va expliquer aux patients ce qu'est la maladie, comment elle se transmet dans la famille. Éventuellement, on peut proposer un test génétique à l'issue de la consultation. Puis, on peut en rendre le résultat et assurer par derrière le suivi du patient et celui de sa famille. Alors là, c'est un petit schéma de la consultation, mais bien sûr, ça va dépendre pour la thématique dans laquelle on reçoit le patient en consultation. Et souvent aussi, on pose des questions sur les antécédents familiaux. Donc, on dresse très souvent un arbre généalogique, on fait des ronds, des carrés. Donc, ça nous permet de voir la structure familiale et d'adapter au mieux le conseil génétique par la suite. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs thématiques dans la génétique. Donc, il y a des conseillers en génétique qui vont travailler en génétique médicale, donc ils vont faire un petit peu du tout venant et voir plusieurs pathologies. D'autres qui vont être spécialisés en oncogénétique, donc ce sont les cancers d'origine génétique. D'autres comme Roxana qui sont plutôt familiers avec le diagnostic prénatal et préimplantatoire. Et puis, un peu comme moi aussi, des conseillers en génétique qui vont plus se spécialiser sur certaines pathologies, parce que moi, je travaille sur la fibrose pulmonaire et en cardiogénétique. Donc, plusieurs thématiques, mais dans tous les cas, lorsque l'on fait notre diplôme pour devenir conseiller en génétique, on est formé pour pouvoir exercer sur ces différentes thématiques de la génétique. Et c'est après, en choisissant l'endroit où on va travailler, qu'on va commencer à se spécialiser. Venons-en aux études. Donc, pour pouvoir exercer en tant que conseiller en génétique, il faut valider un master professionnel de conseil génétique et médecine prédictive. Pour le moment, il en existe un seul à Marseille, mais on vous a un petit peu spoilé et il y a un prochain qui va bientôt voir le jour aussi. Voilà, exactement. Donc, ce master, c'est un niveau Bac plus 5. Et pour très bien payé. Très, oui. On n'a pas dit ça. C'est vrai. Non, tout à fait. Effectivement, c'est nos missions aussi, on essaye de se battre pour ça. Et donc, pour revenir au master, pour pouvoir intégrer, il faut au minimum avoir un niveau licence. Alors, c'est le cas pour moi, parce que j'avais fait une licence de biologie avant. Et puis, sinon aussi, on peut avoir exercé une autre profession. Par exemple, Roxana est sage-femme de formation. Et donc, on peut après choisir de devenir conseiller en génétique. Dans ma promotion, il y avait aussi un pharmacien. Donc, voilà, c'est aussi ouvert à d'autres professionnels et pas forcément qu'à des petits jeunes étudiants qui ont fait une licence. Et donc, notre association française des conseillers en génétique va regrouper la quasi-totalité des conseillers en génétique qui exercent sur le territoire français. Et cette association, elle a pour but de promouvoir notre métier parce que, comme vous le disiez très bien, on doit encore se battre pour certains points et c'est un métier encore qu'il faut faire évoluer, surtout aux yeux des pouvoirs publics. Donc, cette association, elle a cet objectif-là de pouvoir représenter notre profession et essayer de se battre aussi. On peut passer à la diapositive. Donc, au sein de notre association française des conseillers en génétique, il existe plusieurs commissions, et notamment la commission de relais avec les associations de patients. Donc, comme vous pouvez le voir, on est 5 conseillères en génétique. On travaille toutes sur des thématiques plus ou moins différentes. Donc, en diagnostic prénatal, oncogénétique, génétique médicale et pour ma part un peu plus spécialisée. Et on est aussi répartis un peu partout en France. Donc, il y a Marseille, Orléans, Strasbourg et Paris. Donc, on est un peu dispatchés aussi. Alors, concrètement, quel peut être le rôle du conseiller en génétique auprès des associations de patients ?
Eh bien déjà, quand on est en consultation, on reçoit donc des patients et parfois on peut être amené à leur indiquer l'existence d'une association sur leur pathologie. Parfois, on peut ressentir ce besoin-là et certains patients aussi peuvent nous questionner s'il existe ou pas une association. Donc, on a quand même ce rôle aussi d'intermédiaire directement avec le patient. Et au sein de notre commission, l'une des missions qu'on peut réaliser, c'est d'intermédiaire entre les associations et notre réseau de conseillers en génétique, puisqu'on travaille donc en réseau. Et donc, si par exemple, une journée sur un thème d'une maladie rare est organisée, eh bien, notre commission peut être mise au courant. Et puis après, nous, on se charge de diffuser l'information à notre réseau de conseillers en génétique, qui ensuite verront leurs patients en consultation et pourront à leur tour diffuser l'information. Donc, c'est vraiment un rôle d'intermédiaire auprès des associations et des conseillers en génétique. Et puis, le deuxième rôle également, et on en a un petit peu parlé avec votre question, c'est le fait d'intégrer des conseils scientifiques des associations, puisque en tant que conseiller en génétique, on peut prendre effectivement part à ce conseil scientifique. Alors, c'est déjà le cas, par exemple, de Madame Aurélie Fabre, qui travaille en oncogénétique, et elle fait partie du conseil scientifique du syndrome de Lynch, de l'association sur le syndrome de Lynch. Voilà, donc certains d'entre nous font déjà partie de ces conseils scientifiques. Donc, on peut aider à l'élaboration de brochures, répondre éventuellement à des questions d'adhérents et participer plus globalement à l'évolution des connaissances sur une pathologie. Donc là encore, au sein de notre commission, finalement, s'il y a une demande d'une association, nous, on invite les associations à venir vers nous et après, on peut se charger de diffuser l'information à notre réseau pour essayer de trouver justement la conseillère ou le conseiller en génétique qui est le plus spécialisé dans la pathologie et qui a envie aussi d'adhérer à une association et de prendre part à cette vie associative aussi. Donc ça peut être aussi l'un de nos rôles de notre commission, d'essayer de trouver une personne qui souhaiterait faire partie de ce conseil scientifique. Voilà, on peut passer à la dernière diapo. Donc, vous l'aurez compris, notre force avec les associations de conseillers en génétique, c'est le réseau, puisqu'on est vraiment en contact de partout en France. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Alors, moi, je vous ai mis le mail d'Aurélie, qui est conseillère en génétique à Marseille, et c'est la représentante de notre commission. Donc, voilà, vous pouvez la contacter, mais bien sûr, avec Roxana, on peut vous donner également nos contacts. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, bien sûr, je vous ai cité un peu les missions de notre commission, mais on est aussi là pour échanger avec vous et voir également les besoins qu'il peut y avoir, pour voir comment on pourrait vous aider au mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas parlé, je m'en excuse. En prénatal et en préimplantatoire, bien sûr, on fait voir dans le parcours de ces patientes-là les spécialistes des maladies, donc les maladies dermatologiques, les neuropédiatres, on fait voir tous les spécialistes, mais bien sûr, on donne toujours aussi la possibilité aux couples qui rencontrent des associations parce que nous, on n'a pas un enfant atteint d'une pathologie génétique et on ne se permet pas de dire finalement, voilà, c'est handicap, même si on sait ce que ça donne cliniquement. Donc, on donne toujours des contacts. Moi, je travaille beaucoup aussi sur les maladies osseuses, par exemple la chondroplasie, les ostéogenèses imparfaites. Donc, on n'hésite pas à donner l'association parce que vous êtes un grand soutien pour nous et pour les patients parce qu'il y a du vécu des parents derrière. Vous pouvez exactement dire les calendriers de prise en charge que nous, on dit versant médical, mais vous dites versant parent. Parfois, vous avez de très bons conseils pour aussi comment et qui contacter dans le circuit pour avoir plus rapidement les informations à la source. Enfin, donc, voilà. Donc, bien sûr, nous, dans nos consultations de prénatal et préimplantatoire, avant toute décision d'interruption médicale de grossesse, par exemple, on leur dit, voilà, n'hésitez pas à contacter les associations patients parce qu'ils vont vous faire un autre retour qui est moins médicalisé, mais plus du vécu personnel. Je voulais intervenir sur ce point. En fait, nous, on est très régulièrement contactés par des couples à qui on a proposé une IMG. Ce qui est dommage aussi, c'est que souvent, ces personnes contactent l'association via le groupe fermé Facebook sur lequel on n'intervient pas forcément, donc on ne contrôle pas du tout l'information qui est donnée. Donc, si vous pouviez leur dire de nous contacter, vraiment l'association, pas le groupe Facebook, parce que c'est des personnes qui répondent avec leur cœur, mais je veux dire, c'est pas toujours, ils n'ont pas forcément les informations qu'on peut avoir, le recul qu'on a surtout nous dans le bureau, dans le comité, on travaille quand même depuis plusieurs années, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Il y a une différence. On voit beaucoup de messages, moi j'en vois vraiment beaucoup sur Facebook et on a quelques appels aussi. D'accord, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
que ce soit à l'écran ou en salle. 1 million, mais Mais c'est pas Ah oui, suffisant, c'est vraiment. Sandrine, vous n'avez pas de questions spécialement Non, je vous remercie. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet que je suis déjà depuis plusieurs fois avec l'Alliance Maladies Rares et on en apprend à chaque fois. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Merci beaucoup pour votre intervention et votre disponibilité. Merci à vous. On était ravis d'être là. merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt alors. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Sandrine, au revoir aux autres personnes en ligne.